Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Demain à la Une, le magazine de France 24 qui traite des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Voici les titres de cette édition. La France se prépare à des commémorations sobres pour l'anniversaire des attentats du 13 novembre. Un an après, qu'est-ce qui a changé dans la politique sécuritaire en France et aussi dans sa stratégie de lutte contre l'organisation de l'État islamique? Les réponses avec Baptiste Falvoz et Franck Alexandre dans quelques instants. Nous irons ensuite aux États-Unis pour la deuxième partie de cette émission et ça sera pour parler de l'élection américaine présidentielle qui aura lieu mardi 8 novembre. Un scrutin très attendu censé départager la démocrate Hillary Clinton et son adversaire, le républicain Donald Trump. Le point avec mon invité sur le plateau Douglas Herbert et notre envoyé spécial en Pennsylvanie, Gallagher Fenwick. Bienvenue à nouveau sur Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie Franck Alexandre. Vous êtes chroniqueur judiciaire à RFI. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et en face de vous aussi pour la première fois avec nous, Baptiste Falvoz. Bonjour. Vous êtes chroniqueur à France 24. Nous allons donc commencer par ces commémorations. C'était donc le 13 novembre 2015. La France découvre à nouveau l'horreur d'une série d'attentats terroristes. Une salle de concert, des cafés, des restaurants, un stade. Paris et Saint-Denis saignent ce soir-là. 3 commandos sèment le chaos avec une série de fusillades et d'attaques suicides dans la capitale française. Un an après, c'est un hommage sobre qui est prévu à Paris, mais c'est aussi le moment de faire le point sur ce qui a été fait durant les 12 derniers mois. Et ça sera donc avec mes invités. Je commence avec vous, Franck. Mars dernier, Salah Abdeslam, un des principaux suspects dans les attentats du 13 novembre, est arrêté en Belgique. Il a depuis été transféré en France, sauf qu'il refuse toujours de parler. Oui, où en est-on ? Et pourtant, au premier jour, il affirme à son avocat belge, Sven Marie, qu'il est prêt à collaborer avec la justice. Et puis, il y a cette période de détention qui dure à peu près un mois avant son transfert vers la France. Et il semble qu'il ait pu rencontrer, en tout cas avoir des échanges avec Mehdi Nemmouche, qui est l'auteur de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, et qui lui aurait dit, suggéré, ou peut-être même ordonné, de se taire. Depuis, il est arrivé en France, il n'a pas dit grand-chose au juge d'instruction au cours des premières convocations. Et puis, au cours de l'été, il a indiqué à ses avocats qu'il ne parlerait plus. Ses avocats français, donc Franck Berton et belge Sven Marie, ont jeté l'éponge. Et eux disent que c'est le système carcéral français qui est responsable de tout ça, puisque on le sait, la détention de Salah Abdeslam est très dure à Fleury-Mérogis. Il est à l'isolement le plus total, surveillé par des caméras jour et nuit. C'est une forme de suicide de sa part, disent-ils. Donc il ne renonce à le défendre et lui reste muré dans le silence. Et l'enquête de manière générale n'avance pas beaucoup non plus. Bah, en tout cas, c'est un vrai frein, ce silence d'Abdeslam, puisque c'est le seul survivant des commandos du 13 novembre. C'est lui qui a participé aux préparatifs avec son frère Brahim. C'est un proche d'Abaoud. C'est lui qui conduit les kamikazes du Stade de France, qui abandonne la voiture ensuite dans le 18e arrondissement. Les enquêteurs le soupçonnent peut-être d'avoir pu avoir eu la volonté de faire un attentat dans le 18e. On ne le sait pas. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre et effectivement, ce silence est un frein. Alors, Baptiste, depuis, est-ce que la France a fait ce qu'il fallait pour contrer les cellules terroristes sur son territoire? Est-ce que d'ailleurs, c'est un combat et c'est une bataille que la France peut mener toute seule? Assurément non. Alors, ce qui concerne bien sûr le combat qu'elle peut mener à elle seule, on a eu de façon assez immédiate. Il ne faut pas le nier, il y a quand même eu quelques résultats. C'est celui de l'état d'urgence qui a été bien sûr très contesté par ces restrictions de liberté qu'il entraîne. Il a permis en quelque sorte de créer un effet de surprise parmi certaines cellules djihadistes. Également, les perquisitions administratives ont permis parfois de s'affranchir de toute la lourdeur judiciaire qu'il aurait fallu mettre en place. Dans le cas de certains suspects, l'exemple typique, c'est la personne qui revient de Syrie. L'arsenal judiciaire, en tout cas l'absence de preuves matérielles, ne permet pas d'agir instantanément. Les perquisitions administratives ont pu de cette façon permettre de confisquer des armes, de la documentation. Ça, c'était l'effet média, mais cet effet vraiment de l'état d'urgence, aujourd'hui, il s'amenuise très fortement. Il y a eu dans la foulée l'arsenal législatif, avec ce qu'on a appelé la fameuse réforme pénale.
tout un ensemble, une centaine de mesures. Les plus notables, c'est peut-être le renforcement des pouvoirs du procureur de la République, que ce soit par exemple en matière de surveillance ou de perquisition de nuit. Elle permet aussi, alors ça c'est vraiment une nouveauté, d'assigner à résidence une personne qui revient, alors le terme officiel, d'un théâtre d'opération de groupement terroriste, en l'occurrence la Syrie par exemple. Syrie, ouais. Voilà. Et puis il y a aussi toute cette phase d'introspection des services de renseignement français qui ont été très critiqués dans la foulée des attentats du 13 novembre. Franck Alexandre en parlera certainement bien mieux que moi plus tard. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu une certaine harmonisation des services dans tout ce millefeuille administratif des services de renseignement. Il n'y a pas eu la refonte qui avait été requise notamment par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats. On a vu quelques progrès, une amélioration peut-être un petit peu du renseignement humain, mais encore une fois, ça sera certainement débattu plus tard. Voilà. En ce qui concerne votre question, pour justement le fait de savoir si la France peut s'en sortir toute seule, non, clairement. C'est un phénomène qui s'attaque au niveau européen. On l'a vu, les défaillances qu'il y a eu dans le cadre, dans tout ce qui a précédé les attentats du 13 novembre, notamment, il faut rappeler que les terroristes, en grande partie, avaient élaboré leur projet depuis la Belgique. On a vu une absence de contrôle aux frontières, dans ce qui concerne notamment les frontières extérieures de l'espace Schengen. On a vu un manque de coordination, d'échange d'informations. Ça peut être des documents, ça peut être des empreintes digitales, par exemple, aussi, tout simplement. Tout ça a tendance à s'améliorer, on va dire, mais ça avance vraiment au rythme de la bureaucratie européenne, c'est-à-dire très lentement. Oui, on se souvient que Salah Abdeslam peut rentrer à Bruxelles sans être arrêté, parce que les policiers, à ce moment-là, n'ont pas encore sa fiche. Voilà. Oui, et donc, on n'avait pas transféré les informations, d'ailleurs, qui commençaient à circuler. Alors, Franck, justement, Manuel Valls, là, Baptiste vient nous expliquer un peu les choses qui ont quand même été faites, mais Manuel Valls disait récemment dans une interview, l'exécutif français n'a pas su unir le pays en ce moment de crise. Comment est-ce qu'on peut lire cette déclaration? C'est juste on est en campagne électorale ou est-ce que ça a un aveu d'échec? C'est un aveu très politique et qui s'adresse en fait à toute la classe politique, puisqu'il regrette, Manuel Valls, qu'il n'y ait pas eu de front républicain après le 13 novembre, qui aurait transcendé toute la classe politique française, de la droite à gauche. Mais c'est un peu le manque de oui, parce que ça n'arrive jamais. Enfin, je veux dire, s'il y a eu un semblant de front républicain après Charlie oui. Mais là, c'était impossible puisqu'on était déjà en campagne pour les régionales et la présidentielle était amorcée. Donc, dans ce contexte d'élection, évidemment, le monde politique n'a pas fait face, c'est ce qu'il regrette, n'a pas pris de la hauteur, c'est ce qu'il dit dans la presse cette semaine. On est allé, dit-il, sur des débats comme le Burkini, j'y ai pris ma part. Voilà, il regrette que le pays n'ait pas profité de ces attentats tragiques pour aller au bout des sujets sur les valeurs de la société française, les fondements de la nation. Il est le chef du gouvernement, il est quand même le Premier ministre, je veux dire. Donc, il dit d'ailleurs, l'exécutif, mais il en fait quand même partie. Donc, oui, c'est une autocritique. Oui. Alors, parlons maintenant un peu des points faibles de la France. Il y a eu le Centre d'analyse du terrorisme qui a publié un rapport sur le financement des attentats perpétrés en Île-de-France en janvier et puis ensuite en novembre 2015, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On y apprend entre autres que les auteurs peuvent préparer tranquillement leurs attentats car beaucoup de choses en France facilitent la tâche à ces apprentis terroristes. Il faut bien comprendre que ces attentats ne coûtent pas cher. C'est quelques milliers d'euros seulement. Souvenez-vous, Hamidi Koulibaly, qui commet l'attaque sur le super cacher, a financé cet attentat grâce à un prêt à la consommation de 20 000 euros. C'est dérisoire. Et effectivement, après, il s'appuie sur la technologie qui existe. Telegram, qui est un service crypté, qui est en Russie. Et c'est vrai que les services de renseignement sont un petit peu désemparés par rapport à ça. Ils se sont renforcés, notamment la DGSE a recruté des dizaines d'analystes pour essayer de contrer cette menace. Mais effectivement, ça prend du temps, c'est compliqué. C'est intéressant, si je peux me permettre d'ajouter. Et c'est vrai, vous avez raison dans ce que vous dites. Notamment, la DGSE, elle tente d'élargir un peu le champ des profils. Analystes, mais c'est aussi des linguistes, des psychologues, des sociologues, des ingénieurs même. Et on sent qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui quand même des services de renseignement d'élargir un petit peu voilà. Je disais qu'il manquait d'arabophones, par exemple, et qu'ils utilisaient Google Traduction, par exemple, pour pouvoir comprendre certains messages. Donc c'est quand même assez catastrophique. Juste parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, un petit mot peut-être sur les services de renseignement en France? Oui, effectivement. Ce qu'il a manqué aux services de renseignement, c'est le renseignement humain. Ce sont les renseignements généraux qui ont disparu en 2008 avec la fusion avec la DST et qui a apporté ces renseignements de proximité, effectivement. Les policiers qui patrouillaient dans les quartiers, qui connaissaient la population, qui voyaient
devant la mosquée, qui parlait avec qui. Et ça n'existe plus alors que c'est là maintenant qu'on en a besoin. Alors, on a recréé du renseignement territorial, mais effectivement, la mémoire de la DRG ont disparu en 2008 et recréer un service, ça prend des années. Baptiste, une dernière question. Qu'est-ce qui a changé par contre dans la stratégie française de lutte contre l'État islamique? Ça se passe surtout en Syrie. C'est en fait la fin de la stratégie, la doctrine du ni-ni. Ni Daesh, ni Bachar el-Assad, c'était la doctrine française qui avait commencé à s'infléchir en septembre 2015 lors des premières frappes françaises justement sur le groupe État islamique. Mais à l'époque, on visait plutôt des centres d'entraînement avec un mode opératoire basé sur ce qu'on appelait la légitime défense. À partir des attentats du 13 novembre, la France est en guerre, c'est ce que dit François Hollande. L'objectif n'est plus seulement de juste se défendre, mais c'est aussi d'attaquer, c'est de détruire l'ennemi. Cet ennemi, c'est le groupe État islamique. Mon point de vue, c'est qu'il aurait peut-être dû élargir ça aussi à d'autres groupes. On a tendance à oublier Al-Qaïda, qui était quand même le groupe le plus impliqué lors des attentats de Charlie Hebdo. Mais voilà, Daesh, le groupe État islamique, devient la cible. C'est l'appel aussi à une grande coalition internationale. C'est à une main tendue aussi vers la Russie, qui a vite été retirée avec les conséquences. C'est un peu compliqué. Pour les raisons que l'on connaît. Et puis, c'est aussi à ce moment-là, après les 13 novembre, que l'Occident en général va commencer à renforcer son financement sous soutien aux milices, pas armées, mais plutôt milices arabes, kurdes, en Irak notamment, avec la reprise qu'on connaît. Voilà, oui, parce que les Peshmerga, entre autres, puisque la Syrie, effectivement, la France était partie et vraiment en force, et là, aujourd'hui, elle est très, très impliquée dans la bataille de Mossoul, entre autres. Merci beaucoup, Baptiste, pour ces explications. Merci à vous, Franck, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Surtout, vous restez en place. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain Line. À tout de suite.